Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la dernière matinale trading de la semaine avec énormément de choses à voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà il y a eu une semaine quand même très intéressante sur les marchés et c'est pas fini. Aujourd'hui pourrait être aussi une journée avec un certain nombre d'opportunités. Donc c'est pour ça que ce matin on va bien prendre le temps de rentrer en profondeur dans les différents marchés pour essayer d'identifier les opportunités qui vont s'offrir à nous. Mais deuxième chose importante ce matin, étant donné que Théo ne fera pas de matinale news, aujourd'hui on rentrera dans un certain nombre d'actualités et d'informations capitales que j'ai à vous partager. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Pour ceux qui sont sur le live, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ferai des phases explicatives et des phases où je réponds justement à vos questions. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Enfin, un peu de vert ce matin sur le marché crypto. Après une semaine qui a été plutôt baissière, plutôt compliquée. Ce matin, un début de journée un petit peu plus dans le vert, un petit peu plus positif. Alors, c'est pas extraordinaire. On a un Bitcoin qui est légèrement au-dessus des 26 500 $. Ethereum qui est légèrement au-dessus des 1800 $. Et globalement, du côté des alts, c'est un petit peu plus hétérogène. Ensuite, du côté de l'indice Fear and Greed, et bien là, même chose que les jours précédents. On est sur un niveau d'incertitude avec un indice à 50 ce matin, donc ni un excès de confiance, ni un excès de peur. Du côté des ratios long-short, même chose, ça ne bouge pas, on est toujours avec une domination des longues à quasiment 70%, mais on le voit, ces longues qui malheureusement, malgré qu'ils soient en majorité, ne sont pas capables de faire remonter le prix. Alors, ça nous embête un petit peu parce que justement, on aurait bien aimé que le prix remonte un petit peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dernièrement, en tout cas, la dernière position en date qui a été réalisée sur Bitcoin, c'est celle-ci. On est rentré dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours des 26 185 $. Hier, en fin de journée, on a touché notre premier TP ici et on a remonté notre stop loss ABE. Et désormais, on va laisser courir la position. Bon. En réalité, je pense que le Bitcoin devrait être très stable sur cette fin de semaine et ce week-end. À moins gros retournement de situation, je m'attends plutôt à une phase latérale jusqu'à début de semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, on a les résultats d'inflation et le FOMC. Donc on le sait, souvent les marchés, quelques jours avant ces grosses news macroéconomiques, sont un petit peu en stand-by, sont un petit peu en attente en fait de ces résultats. Et donc la volatilité se restreint naturellement, sachant qu'on a quand même eu une semaine, je vous rappelle, dès le lundi, qui a été très volatile, qui a été très liquide. Donc voilà, personnellement sur cette fin de semaine, je m'attends à quelque chose de plutôt calme sur Bitcoin. Donc on va rester dans cette position. Potentiellement cet après-midi, à l'ouverture des marchés américains, on verra s'il y a possibilité de reprendre une petite position à court terme. Mais globalement, je pense qu'on restera dans ce trade et on n'ira pas chercher forcément de nouvelles entrées. Donc voilà pour Bitcoin. Sachant que juste avant celle-ci, il y avait une autre position qui avait été prise dans cette direction. Et hier, on s'était posé la question. On s'était posé la question hier si potentiellement le prix n'allait pas finalement revenir chercher un petit peu plus bas parce qu'on avait de la FVG, de l'order block à revenir chercher. Mais au final, on est resté dans notre plan, hein, pour ceux qui étaient là hier après-midi, on est resté dans notre plan et dans ce scénario haussier qui pour le moment paye bien puisque comme je vous le disais, voilà, on a pris un premier TP ici et remonté notre stop loss ABE. Donc cette position est d'ores et déjà totalement sécurisée. Hop, voilà, c'était ici qu'on est rentré précisément. Du côté d'Ethereum, eh bien c'est sensiblement la même chose. Après avoir pris un joli petit short à plus 0,3 R sur Ethereum, on est ensuite rentré en longue. Alors cette position-là, je ne vous l'avais pas partagée directement, mais je vous l'avais identifié pour ceux qui étaient présents dans la session Trading VIP d'hier après-midi. D'accord? Donc moi personnellement, comme sur Bitcoin hier, j'ai pris un TP partiel ici et remonté mon stop loss ABE. Et là, comme sur Bitcoin, voilà, chez Blockchain Capital, dans le département trading, on n'a pas prévu de se repositionner pour le moment. On s'attend quand même à plutôt à quelque chose d'assez latéral sur cette fin de semaine jusqu'à même lundi prochain, voire mardi prochain. Donc voilà pour le marché crypto. Pas forcément beaucoup de prises de position. On a regardé un petit peu du côté des altcoins s'il y avait des petites opportunités. Mais globalement, voilà, on est resté sur ces trades sur Bitcoin et sur Ethereum. Alors, la situation de marché, on va le voir après, je vais répondre à quelques premières questions, on va le voir après, est très particulière. Parce qu'on a un Bitcoin qui est en train de range, on a un S&P 500 qui est en bull market, et on a un dollar qui est en chute. Donc en fait, on a
un petit peu du bazar de partout. On n'a pas forcément trop de cohérence entre ces différents mouvements de marché. Là où d'habitude, bah, c'est un petit peu plus clair, hein. On a un dollar qui chute, le reste qui monte, ou un dollar qui monte, le reste qui chute. Là, c'est un petit peu plus hétérogène entre les différents marchés, entre les différents secteurs. Ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, le marché crypto, on y reviendra un petit peu plus tard dans le live, c'est dû en partie à toute la polémique qu'il y a autour de Binance en ce moment et autour de la SEC. Mais alors, après, du côté des marchés financiers traditionnels, on peut expliquer la situation actuelle potentiellement par l'IA. L'IA, on le sait, qui est énormément présente dans les performances actuelles du S&P 500. Mais, du coup, ça crée une décorrélation totale entre les différents marchés, entre les différents secteurs, et du coup, c'est d'autant plus difficile à lire le marché. Et enfin, pour finir, juste je voulais terminer avec ça, pourquoi le dollar chute? Parce que depuis quelques jours, depuis même un petit peu plus d'une semaine, on a des news qui sont déflationnistes sur le marché, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ok, donc je vais répondre à quelques premières questions, et puis après justement on va pouvoir se tourner vers ces marchés financiers traditionnels, parce qu'il y a plein de choses importantes à dire dessus. En tout cas, bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien en tout cas. Merci d'être présents ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en forme. Tu penses quoi de Matic, un possible haussier sur quelle unité de temps? Sur quelle unité de temps s'il te plaît? Il n'y a pas de son. Si Julien, normalement le son marche bien, hein. Normalement il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord aussi les amis. Vous avez le lien en bio et en description. Alors, donc comme je vous le disais, voilà pour le marché crypto. Ensuite, du côté des marchés financiers traditionnels. Bon, bah on a un dollar qui a breakout son support par le bas et qui est venu chercher ici sa sell side. Pour le moment, la réaction n'est pas extraordinaire, d'accord? Donc on a un dollar qui est plutôt baissier et qui pourrait potentiellement même aller chercher un retracement plus important vers les 100 points,9. Vu que, voilà, on n'a pas réussi à aller chercher les 106, on est repassé sous notre structure. Voilà, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. Potentiellement, possible phase de retracement sur le cours du dollar. Ça, premier élément, et comme je vous le disais, c'est principalement dû au fait qu'on a des news déflationnistes, d'accord? Je prends l'exemple d'hier, on a eu des résultats du chômage qui sont repartis à la hausse, d'accord? Donc, forcément, ça encourage la Fed à ne pas rehausser ses taux d'intérêt directeurs, et ça, on le voit du côté des estimations pour le 14 juin prochain. Ok. Et donc, si les taux US se stabilisent ou redescendent, on va plutôt observer un repli du dollar, ce qui devrait laisser davantage de place aux classes d'actifs risqués, et c'est potentiellement la raison pour laquelle on a un S&P 500 qui rentre en phase de bull market. Ce qui est dommage, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vu que Bitcoin est dans une situation un petit peu particulière, vu que le marché crypto est un petit peu sous tension, eh ben il n'arrive pas à profiter de cette situation de marché qui pourrait pourtant lui être totalement favorable. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais bon, attention, l'espoir n'est pas perdu, bien évidemment. Je pense que la semaine prochaine, si on a effectivement, lors du prochain FOMC, une Fed qui maintient ses taux d'intérêt directeurs à 5,25%, je pense que, excusez-moi, je pense que ça peut permettre justement à Bitcoin de réaliser de belles performances et peut-être de revenir chercher une dernière fois les 28 800 $, même si je vous le rappelle, le biais sur Bitcoin sur ce mois de juin était quand même plutôt baissier avec pour objectif d'aller chercher des targets en direction des 22 000 $. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur les différentes corrélations actuellement sur les différents marchés financiers traditionnels. Alors justement aujourd'hui, pas du tout de catalyseur macroéconomique, d'accord? Il y aura des petites news qui seront intéressantes à suivre, notamment pour ceux qui sont du côté du Canada avec l'évolution de l'emploi et du taux de chômage, les positions nettes spéculatives comme tous les vendredis aux États-Unis, mais pas grand chose en fait, vraiment pas de catalyseur macroéconomique qui pourrait créer pas mal de volatilité sur le marché. Donc en fait c'est vraiment la technique, c'est vraiment la liquidité qui va prendre le dessus, et puis évidemment aussi le contexte, donc je parle notamment pour le marché crypto avec la SEC, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà. Du coup, pas forcément beaucoup de nouvelles positions. On est toujours dans ce long, à moyen terme sur le Nasdaq avec pour objectif d'aller chercher notre troisième et dernier take profit. Sachant que Nasdaq, pour ceux qui étaient présents cette semaine dans les sessions live, les sessions live trading VIP, on l'a un petit peu pris dans tous les sens, notre petit Nasdaq, avec notamment un très joli short qui avait été pris ici. Malheureusement, là, on n'avait pas été fill, le prix d'entrée n'avait pas été touché, mais on avait une fois de plus le bon biais. Ensuite, du côté de l'indice français du CAC 40, pas de changement, pas grand chose à dire de plus. Voilà, on est toujours dans notre position short à moyen terme. Et du côté du DAX, alors je ne suis pas positionné sur le DAX, mais on surveille.
on surveille potentiellement un scénario similaire à ce qu'on avait pu identifier justement il y a quelques semaines sur le CAC, avec potentiellement un retracement en direction des 14 700 points. Donc voilà, du côté de l'or, eh bien, on est toujours positionné en longue dessus, d'accord. Donc là, une position qui avait été prise il y a quelques jours désormais. Une très très belle performance d'hier de l'or avec une belle bougie d'avalement haussière, d'accord, notamment grâce à la chute du dollar, ce qui nous a permis de réaliser de belles performances et ce qui pour le moment nous permet nous conforte en fait dans notre scénario haussier à moyen terme sur l'or, avec pour objectif potentiellement de revenir chercher des targets en direction des 2000 puis des 2050 points. Maintenant, il faudra rester tout de même très très prudent vis-à-vis de la situation de l'or qui, je vous le rappelle, à moyen terme est quand même un petit peu sous tension entre du technique et du fondamental qui l'attire un petit peu des deux côtés. Donc voilà, et enfin du côté de l'US Oil, et bien là une position sur laquelle nous ne sommes pas rentrés. Voilà, on avait ce biais baissier. Malheureusement, le prix d'entrée aurait été prenable hier. Voilà, on n'est pas rentré dans cette position. Le biais était baissier, on l'avait, mais voilà, l'exécution, c'est ce que je dis souvent, hein, une bonne idée, un bon biais sans une bonne exécution, ça ne vaut rien. Là, vous voyez, c'est dommage parce qu'il y avait une belle position, mais on ne l'a pas exécutée, donc elle n'a pas eu lieu. Encore une fois, je sais que certains d'entre vous l'ont prise, cette prise de position, puisque je vous l'avais partagé, on vous l'avait partagé dans la session trading pour les membres VIP du serveur Discord. Donc voilà, et enfin pour terminer du côté du marché du Forex, alors là ça a été une très très belle semaine, je reviens pas dessus mais je vous rappelle qu'on est toujours en short sur cette position sur Euro USD, sur le GBP USD, tous les TP ont été touchés sur le trade qu'on avait pris début de semaine ici avec donc plus 4 R qui ont été réalisés ici, donc très très belle performance sur le GBP USD. Sur USD JPY, du coup il y avait eu cette première prise de position alors que nous n'avions pas prise mais qui aurait pu être très intéressante. Hein. Là, je sais que certains d'entre vous l'ont prise. Après, il y a eu plein d'autres prises de position qui ont été très très intéressantes, que je vous laisserai aller voir dans le serveur Discord. Et enfin, il y a l'AUD JPY qu'on surveille attentivement pour potentiellement un retournement de situation assez important à moyen terme. Voilà, de toute façon, globalement, dans le département trading chez Blockchain Capital, on s'attend à des chutes assez importantes du côté des paires concernant l'yen japonais, donc le JPY. Voilà, donc que ce soit USD JPY, CHF JPY, etc., etc. Donc on garde tout ça à l'œil, on vous tiendra au courant de nos prises de position, de nos entrées en trade directement dans le serveur Discord, encore une fois, comme d'habitude. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la situation des marchés. Globalement, voilà, je pense qu'on devrait être en attente vis-à-vis du FOMC de la semaine prochaine. Donc je ne m'attends pas forcément à beaucoup de volatilité sur cette fin de semaine et jusqu'à lundi, voire mardi prochain. Donc on va rester globalement en observation pour le moment. Cet après-midi, comme d'habitude, vous aurez ma session de trading, la session de trading du département trading justement de Blockchain Capital de 14h à 16h. Alors on verra, peut-être qu'on fera un petit peu moins longtemps aujourd'hui en fonction des opportunités. D'accord, donc aujourd'hui pas beaucoup de live, d'accord, c'est une journée un petit peu plus tranquille. Théo n'est pas là, alors juste après moi vous aurez une matinale DeFi avec Mathéo, donc soyez présents, ça sera très très intéressant. Et cet après-midi une session de trading VIP comme tous les jours avec les membres VIP sur le Discord. Voilà, mais vous inquiétez pas, c'était une semaine un petit peu particulière là encore de transition. À partir de la semaine prochaine on va revenir sur des choses un petit peu plus classiques, donc soyez attentifs et restez connectés. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir passer sur un petit peu plus sur de l'actualité, sur des infos fondamentales et macroéconomiques que j'ai à vous partager aujourd'hui qui sont très importantes. Et puis vu que Théo ne fera pas de matinal news ce matin, je vais en profiter pour parler de quelques petites actualités tout de même parce qu'il y a des choses importantes à dire dont vous devez être au courant. As-tu scalpé le Storge hier, Alex? Quelle volatilité? Non, pas du tout, Don Greco. J'ai pas du tout scalpé le Storge hier. Qu'est-ce qu'il a fait le Storge? Sur l'or, on est plutôt baissier. Alors, ça dépend sur quelle unité de temps. En daily, pour le moment, personnellement, je considère qu'on est plutôt bullish. Comment regarde-t-on le dollar sur TradingView, s'il te plaît, merci. Alors, pour observer le cours du dollar sur TradingView, il faut que tu regardes l'indice devise dollar qui s'appelle le DXY. DXY. Eurocad, t'en penses quoi? Sur quelle unité de temps, Rodrigue? Je suis en vente, mais le graphique ne fait que monter. Tu peux donner ton avis, s'il te plaît. Sur quoi, Anthony? Ah, sur AUD, USD. Sur quelle unité de temps? Même chose, même réponse. Euro USD, on est en short dedans depuis plusieurs semaines, Marakiwi. Dans le département trading chez Blockchain Capital, pardon.
On est en short sur EURUSD depuis un bon moment. Ok, Anthony et Rodrigue, je regarderai ça à la fin du live. Là, on va avancer un petit peu sur les actualités, les infos importantes que j'ai à vous partager ce matin. Vous le savez, je repense à... Voilà. Vous le savez, donc Binance US est quasiment en train de fermer ses portes, d'accord? Donc, ils ont délisté plus d'une centaine de paires crypto. Donc là, vous avez la totalité des paires qui ont été délistées sur Binance US. Donc, on y retrouve des cryptos quand même assez importantes, hein, notamment The Sandbox, Solana, Matic, le TRX, AXS, etc., etc. Donc on retrouve quand même des très grosses cryptos. Il faut savoir que là, on a appris cette nuit que Binance US avait suspendu les dépôts en dollars. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de déposer de l'argent sur Binance US. Ok, donc voilà, ils sont vraiment dans la tourmente. Personnellement, je m'attends presque à ce que Binance US ferme la filiale, hein. Ça ne veut pas dire que les utilisateurs américains pourront plus du tout utiliser Binance, mais je pense que cette filiale pourrait disparaître. De toute façon, elle n'a pas grand intérêt d'exister, je trouve. Donc, il va falloir rester attentif à ça. Maintenant, la grosse blague qu'on a appris quand même cette nuit. Alors, pour le moment, c'est pas encore une information officielle, mais notre cher Gary de la SEC serait en fait lui-même en train de faire des manipulations de marché. Jusqu'à maintenant, voilà, on a vu ce qu'il a fait, on a vu le FUD qu'il a créé en attaquant Binance, en attaquant Coinbase, mais on a appris que potentiellement il aurait des positions en vente sur Bitcoin, enfin qu'il avait ouvert des positions vendeuses sur Bitcoin quelques jours avant d'attaquer Binance et Coinbase. Donc en fait, ce qu'il reproche à Elon Musk, ce qu'il reproche à CZ, et ce qu'il reproche potentiellement à plein d'autres personnes dans l'écosystème crypto, il est exactement en train de l'appliquer lui. En fait, c'est triste d'arriver à dire ça, mais c'est tellement corrompu, c'est tellement malhonnête que les gens qui veulent faire les choses proprement, je prends l'exemple de Brian Armstrong, qui est quelqu'un quand même qui essaye de faire les choses dans les règles de l'art, se font embêter, se font, entre guillemets, mettre dans la merde, si j'ai envie pour être vulgaire un petit peu, par une personne qui est ultra malhonnête et qui fait des choses dans le dos, qui fait des choses interdites, parce que c'est illégal hein, ce qu'il fait Gary. Donc je trouve, alors encore une fois, pour le moment, c'est pas encore des informations officielles, mais je trouve ça absolument fou. Je trouve ça dégueulasse, excusez-moi l'expression, vis-à-vis de Binance, vis-à-vis de CZ, vis-à-vis de Coinbase, vis-à-vis de Monsieur Brian Armstrong, mais vis-à-vis aussi de tous les utilisateurs, en fait, de tout l'écosystème crypto et de tous les utilisateurs. C'est vraiment, c'est un manque de respect énorme. Donc j'espère que si ça s'avère vrai cette information, ben j'espère qu'il y aura des conséquences, j'espère qu'il y aura des sanctions, parce que c'est absolument pas normal. Et quand on voit le traitement qu'ont actuellement Binance et Coinbase, contrairement au traitement qu'a eu FTX, on se dit mais comment c'est possible? Enfin, en fait c'est très simple, c'est que FTX avait arrosé tout le gouvernement américain et y compris la SEC. Donc en fait, là encore on revient sur de la corruption et c'est pour ça que FTX et SBF ont été... enfin, ont été relaxés. Enfin, voilà, ils n'ont pas eu de gros problèmes. Là, FTX est en train de préparer son retour. Et en même temps, on a la SEC qui attaque les deux autres gros acteurs du marché, de l'écosystème crypto. Donc, il y a un moment, voilà, enfin, c'est fou. C'est fou. On se croirait dans House of Cards. Ça me paraît extraordinaire. Alors, après, encore une fois, attention, c'est pas une information qui est totalement officielle. Maintenant, il y a quand même plusieurs sources qui confirment ces informations-là. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, ça serait même pas du tout étonnant. Quand on voit que, c'est justement une autre information que je voulais vous partager, quand on voit que quelques jours avant justement l'attaque de la SEC vers Coinbase et vers Binance, on a des dizaines de traders, et quand je parle de traders, c'est de très gros traders, hein, c'est pas Pierre-Paul Jacques au fin fond du Missouri, non, 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 c'est des très très gros traders qui ont ouvert des énormes position vendeuse sur Bitcoin, sur le cours de Coinbase en bourse, sur le BNB, etc. Là, on le voit principalement. Donc, vous voyez, c'est sur l'action Coinbase. Il y a des positions vendeuses qui ont été ouvertes à plusieurs centaines de milliers de dollars, plusieurs jours, enfin quelques jours avant les attaques de la SEC. Donc, en fait, tout le monde savait ce qui allait se passer. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi et comment, en fait. Donc, c'est un bazar pas possible. C'est une affaire c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de corruption, c'est une affaire de personnes malhonnêtes qui sont sur des conflits d'intérêts. Enfin, c'est pareil. Voilà, on apprenait aussi cette semaine que notre cher Gary, il avait proposé ses services d'analyste à Binance. Et Binance avait refusé il y a quelques années. Est-ce que du coup ça serait pas, alors voilà, sans être démagogique, hein, mais est-ce que voilà, ça serait pas une sorte de vengeance? Enfin,
En fait, il y a plein de questions qui se posent parce que la situation, elle est quand même ultra particulière, elle est quand même ultra sensible et très étonnante. Très très étonnante. C'est quand même fou que une personne à la tête d'une des institutions monétaires les plus importantes du monde s'amuse à faire joujou avec des entreprises comme Binance et Coinbase. Enfin, voilà. Bon, bref, on va pas s'éterniser sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, les réactions de CZ et de Brian Armstrong sont vraiment top. Voilà, notamment du côté de Coinbase, j'ai vraiment apprécié la réponse de dire voilà, on est dans une situation de la justice, on va se battre jusqu'au bout, on va pas laisser faire ça. J'espère que la SEC va se tirer une balle dans le pied. J'espère que ils regretteront leur choix et j'espère que l'écosystème crypto sortira gagnant et sortira plus grand de cette situation. Voilà. Bah non, au fond, je trouve pas ça tellement, enfin, je trouve pas ça étonnant, mais justement, je trouve ça triste. Je trouve ça triste d'arriver à un point de cynisme tellement élevé qu'on trouve même plus étonnant ce genre de manipulation, ce genre de choses en fait. C'est dommage. Est-ce qu'il n'y a pas le souci CZ, Shin, Gary, EC? Oui, il y a potentiellement, effectivement, alors sans rentrer encore une fois dans de la démagogie, hein, mais il y a potentiellement aussi voilà, on sait qu'aujourd'hui, les États-Unis sont un petit peu en guerre, entre guillemets, contre la Russie, contre la Chine. Ça passe par plein de secteurs. Est-ce que potentiellement les États-Unis ne passent pas aussi potentiellement par l'écosystème crypto pour contrer tout ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de sujets très intéressants. Il y a beaucoup de... Voilà. C'est quoi le pourquoi du comment? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les intérêts de chacun à faire tout ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, c'est les utilisateurs qui en payent les frais et qui se retrouvent dans des situations un petit peu plus compliquées. Donc c'est ça qui est dommage, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que potentiellement, bah, encore une fois, on va se retrouver avec des personnes qui vont pas pouvoir retirer leur argent, etc., etc. Enfin bref. Voilà, je ne vais pas encore une fois m'éterniser sur le sujet, c'était pour vous transmettre les petites informations qu'on a eues dans la nuit. Il va falloir rester attentif là sur cette fin de semaine si on a des informations complémentaires. Donc voilà, en tout cas Théo vous en a parlé beaucoup aussi cette semaine sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir ses vidéos. Voilà, il vous en a parlé énormément, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a beaucoup d'enjeux, BRICS, dédollarisation, crise bancaire. Mais oui, non, mais bien sûr, ça rentre de toute façon dans un contexte, pour les États-Unis, ça rentre dans un contexte plus global, justement, de crise systémique bancaire, de dédollarisation de l'économie mondiale. Effectivement, ça rentre dans un contexte plus global et dans plein d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition vers une autre information que je voulais vous partager ce matin, concernant l'approvisionnement en Bitcoin dans le monde. Donc, jusqu'à maintenant, c'était justement les États-Unis qui étaient un petit peu dominateurs dans ce secteur-là, c'est-à-dire que les États-Unis, c'était, on va dire, les premiers comment dire, bah, les premiers à approvisionner en Bitcoin dans le monde. Et en fait, on observe que de plus en plus, ils sont en train de perdre cette domination-là, et que c'est la Chine, justement, qui est en train, en tout cas l'Asie plutôt, plus globalement, l'Asie, vous le voyez, qui est à plus 9,9%, qui est en train de prendre cette dominance. Alors nous, en Europe, voilà, je vous fais même pas de dessin, on est à la ramasse totale, hein, par rapport à la Chine, on est clairement en retard, mais voilà, vous voyez la supply chain par région, qui est de moins 11% sur les États-Unis, et ça s'est totalement inversé là sur les 12 derniers mois. On avait encore une dominance américaine qui était très 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 forte jusqu'à l'été 2022, d'accord? Et ça s'est totalement inversé. Alors l'Europe en a tiré son épingle du jeu, légèrement, mais c'est vraiment la Chine, enfin l'Asie, pardon, qui sort grand gagnant. Donc là aussi, voilà, on rentre dans ce qu'on se disait aussi précédemment, il y a aussi ce conflit, cette opposition entre ces deux blocs, dans potentiellement le contrôle de ces nouvelles technologies et de ces nouvelles nouvelles monnaies. Faut se dire aussi que jusqu'à maintenant, les États-Unis ont été plutôt fermés au développement et à l'ouverture aux crypto-monnaies. En tout cas, d'un point de vue gouvernemental, on a vu des actions d'un point de vue local, fédéral, qui ont été plutôt optimistes, qui ont été plutôt ouvertes aux cryptos, mais d'un point de vue gouvernemental, à l'échelle nationale, c'est plutôt très restrictif. À l'inverse, on est en train de voir justement un bloc asiatique, et plus globalement le bloc de l'Est, puisqu'on peut inclure la Russie aussi dedans, déjà vouloir sortir du réseau SWIFT,
vouloir sortir de l'hégémonie du dollar, ça on l'a déjà dit, mais aussi de s'ouvrir beaucoup plus aux crypto-monnaies. On l'a vu, hein, par exemple, rien que entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les crypto-monnaies ont joué notamment en début de guerre un rôle très très important. Alors attention, ça n'a pas toujours été un rôle parfait, parce qu'on a vu que notamment FTX, on y revient hein, quand on parle de schmilblick, hein, on y revient, mais par exemple les crypto-monnaies ont servi par exemple à FTX à blanchir de l'argent et ils sont passés potentiellement par des dons à l'Ukraine pour ça, mais en tout cas ça a eu un rôle à jouer. Donc tout ça pour dire que là aussi, on a une opposition entre ces deux camps un petit peu sur l'utilisation, sur le développement de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles monnaies et de tous ces enjeux, parce qu'en fait c'est des enjeux. Et donc on en revient à la question des conflits d'intérêts encore une fois. Donc voilà. Autre petite information que j'avais à vous partager, et ça va dans la continuité de ce qu'on est en train de dire ce matin, hein, ne croyez pas que j'ai choisi mes news au hasard ce matin, c'est concernant le plafond de la dette américaine. Alors vous le savez, ça a été la grande question de la deuxième partie du mois de mai, enfin plus que ça, mais on en a beaucoup entendu parler sur la deuxième partie du mois de mai. Est-ce que les États-Unis vont rehausser leur plafond de la dette, etc. Alors oui, ils l'ont fait, mais en plus, ils l'ont rehaussé violemment. Depuis justement cette suspension du plafond de la dette jusqu'à 2025, jusqu'aux prochaines élections présidentielles, le plafond de la dette des États-Unis a déjà été rehaussé de 359 millions de dollars. D'accord? C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un truc de dingue. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est énorme. Donc en fait, les États-Unis, vraiment, ils perdent pas de temps. Ils perdent pas de temps. Et ils tirent sur la planche à billets un maximum. J'ai vu un petit gif qui a été fait par une IA, sur Twitter là, hier, où justement on voit Jérôme Powell en train d'arroser avec une sorte de machine à billets toutes les États-Unis. Et c'est exactement ce qui se passe. Et alors. Oui, la dette c'est important, on en a déjà parlé. Oui, ça permet à un État de se financer, ça permet à un État de se développer, etc. Mais le problème c'est que là on est rentré dans un surendettement machiavélique, j'ai presque envie de dire, et qui dénature absolument tout le principe de la dette et qui enlève tout sens en fait à cette dette justement et à ces montants-là. Donc encore une fois, voilà, ça rentre et ouais, voilà, ça rentre dans le cercle dans lequel sont les États-Unis et dans ce qu'on disait juste avant. Et j'en viens du coup à un autre élément, et ça sera le dernier, après je vais pouvoir répondre à vos questions du côté du comportement des banques centrales. Alors là, c'est pas uniquement sur les États-Unis vs le bloc de l'Est ou l'Europe, etc. Là, c'est vraiment représentatif des banques centrales mondiales. Globalement, la majorité des banques centrales mondiales sont en train d'acheter énormément d'or. On le voit ici, par exemple, avec la banque centrale chinoise qui est en train d'augmenter ses réserves d'or de plus en plus. Et on le voit notamment depuis le début de l'année 2023. Voilà, les banques centrales qui sont en train de racheter beaucoup d'or. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est pas forcément très bon signe, comme je vous le disais hier, parce qu'en fait, généralement, quand les banques centrales achètent comme ça beaucoup d'or, c'est que le système monétaire il est fragile. C'est que les banques savent que le système monétaire il est en difficulté, qu'il est fragile, et du coup elles se protègent en achetant de l'or de cette manière. Donc voilà, ne le voyez pas comme forcément un signal positif malheureusement de ce point de vue-là. Donc voilà. Et ben écoutez les amis, on va arriver au terme de cette vidéo YouTube. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va continuer et je vais répondre à vos questions. Pour ceux qui regardaient la vidéo, merci beaucoup d'avoir été présents. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Bonne journée à toutes et à tous les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.